cette attaque massive qui a lieu en ce moment même contre l'Ukraine, l'une des plus grandes attaques aériennes lancées par la Russie. Selon Kiev, regardez cette carte, toutes les zones qui ont été frappées, qui sont peut-être toujours encore frappées, 6 villes au moins, les installations électriques ont été visées. 3 régions d'Ukraine se retrouvent sans électricité, a indiqué le ministre de l'Énergie. Eh bien, le président Zelensky fait déjà un premier bilan. C'est une attaque combinée massive sur toutes les régions de l'Ukraine. Au total, environ 120 missiles et 90 drones. Nos forces de défense aérienne ont détruit plus de 140 cibles aériennes. L'ampleur de l'attaque est telle que la Pologne a dû envoyer des missiles. L'armée polonaise a fait décoller des avions, entre autres dans l'ouest du pays. Nous allons prendre tout de suite la direction de Kiev où nous attend Guillaume Tack, notre correspondant sur place. Comment avez-vous vécu cette attaque sur place? Comment ont réagi les populations? On sait que certaines ont dû évidemment se cloîtrer tout de suite dans les métros au sous-sol. Alors, nous avons reçu les informations que 17 bombardiers stratégiques russes avaient décollé de différentes bases en Russie aux alentours de 3h ou 3h30 du matin. On a ensuite eu la confirmation que les missiles balistiques avaient passé la frontière aux alentours de 6h30. Quelques heures après seulement. Beaucoup d'Ukrainiens, comme vous le disiez, avaient déjà trouvé refuge à ce moment-là dans les couloirs du métro ou dans les abris antiaériens. Et ensuite, les premières explosions ont commencé à retentir sur les coups de 6h30 ou 6h40 à Kiev notamment. Plusieurs explosions de missiles balistiques, mais également des drones. Apparemment, l'armée ukrainienne aurait dépêché les F-16 pour tenter d'intercepter certains de ces missiles. Si certains l'ont été, malheureusement pas tous. Comme vous le disiez, plusieurs infrastructures énergétiques ont été frappées, entraînant des coupures d'électricité et au moins une dizaine de personnes auraient été blessées et plusieurs personnes auraient été tuées également. Merci Guillaume, on va vous retrouver tout au long de la journée pour faire le bilan de cette attaque massive. Guillaume Oda, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Russie lance cette attaque alors que justement on parle de la paix? Même Volodymyr Zelensky a pris la parole hier pour dire qu'il voulait la paix pour 2025. Mais c'est exactement pour cette raison-là que chacun des deux parties au conflit pousse ses avantages, et en l'occurrence la Russie. Là, je voulais rebondir sur ce que nous disait notre correspondant, c'est intéressant, il fait peut-être mention de l'utilisation de F-16 par l'armée ukrainienne, qu'on possède à peine une dizaine. C'est dire à quel point les difficultés sont rencontrées par l'armée ukrainienne, parce que généralement ce sont les missiles les batteries de missiles antimissiles qui sont à l'œuvre dans ces moments-là. Je me suis livré à un petit calcul, d'après les informations qui sont données par le président Zelensky. 120 missiles tirés, 90 drones également du côté russe, ça fait 210, 140 ont été interceptés, ça veut dire que 70 vecteurs russes ont atteint leur cible. Donc pourquoi? Vous me posiez cette question-là. Pourquoi? D'abord, c'est beaucoup, 70 vecteurs? Oui, c'est beaucoup, parce que quand 70 vecteurs, 70 missiles ou 70 drones atteignent leur cible, ça crée des dommages qui sont effectivement visibles sur le terrain. Et notre correspondant nous le disait, beaucoup ont été aux abris, notamment dans les bouches de métro. Mais le but de cette frappe, d'abord le premier point, c'est de briser le moral des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'on entre en hiver, les positions sont plus ou moins figées sur le terrain. L'idée, c'est de taper les infrastructures énergétiques, c'est-à-dire de faire en sorte que les Ukrainiens en plein hiver aient froid, ne puissent pas allumer la lumière, ce qui brise le moral et entraîne une fatigue très très profonde. Le deuxième point, c'est de tester les défenses antiaériennes ukrainiennes, de les affaiblir. Les défenses antiaériennes ukrainiennes, elles sont basées sur des batteries de missiles antimissiles patriotes, et qui les livre, ces batteries de missiles patriotes? Ce sont les Américains, dans un contexte où effectivement maintenant on commence à tirer l'oreille de Zelensky en disant, je cite le fils de M. Trump, l'argent de poche, c'est terminé, c'est-à-dire l'abondement, comme cela a été le cas par les années passées, à hauteur de 60-70 milliards de dollars pour permettre aux Ukrainiens de soutenir leur effort de guerre, eh bien ça sera probablement terminé d'ici à 2 mois. Et dans ce contexte-là, si des négociations approchent, pour répondre à votre question, Paola, c'est le moment pour toutes les parties de pousser leur avantage, et c'est ce que font les Russes aujourd'hui. Arlette Chabot, on a l'impression finalement que la Russie aujourd'hui, avec cette attaque de grande ampleur à la veille de l'hiver, veut vraiment mettre l'Ukraine à genoux et la pousser à la table des négociations. De toute façon, il faut effectivement marquer des points. Quand on parle de paix, il faut engranger le maximum de gains. Et puis, ces attaques sur les infrastructures énergétiques, on en parlait déjà même avant l'élection de Trump. On disait que l'objectif de l'hiver, effectivement, pour Poutine qui voulait
prendre encore un peu plus d'avantages, c'était effectivement les offensives militaires, et puis à nouveau que les Ukrainiens aient froid ou qu'ils soient dans l'obscurité. C'était déjà leur morale, vraiment. Voilà, saper le moral. À chaque fois, c'est aussi une action psychologique, bien entendu, sur le moral des Ukrainiens, qui n'est pas très bon, justement parce qu'on parle de paix, paradoxalement, mais parce que Zelensky est ouvert, et on reviendra sans doute sur cette phrase, à des négociations, et qu'on entend dans des reportages des Ukrainiens qui évidemment s'interrogent. Pourquoi a-t-on été mourir? Pourquoi a-t-on engagé un tel conflit? Qu'on oublie nos morts, on est prêt à se rendre. Donc il y a aussi des difficultés en interne. Ça, c'est évident. Puis, moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'il y a une semaine, le Washington Post révélait qu'il y avait un contact téléphonique entre Trump et Poutine, le premier, après l'élection de Trump, et que Trump avait dit à Poutine: il ne faut pas aggraver la situation, on va vers la paix. Il lui avait demandé, disait le Washington Post, de ne pas aggraver la situation en Ukraine, rappelant même qu'il y avait des troupes américaines présentes en Europe. Je ne sais pas s'il n'aggrave pas la situation, Poutine, mais enfin en tout cas, il a bien l'intention de continuer à avancer le plus possible avant qu'effectivement Trump arrive, ou qu'on commence, peut-être même avant d'ailleurs, officiellement l'entrée en fonction de Trump, à discuter de la paix. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne va pas aggraver la situation, voire même, je vais plus loin dans votre sens, avoir une volonté presque d'humilier son adversaire? Il faut réécouter quand même Volodymyr Zelensky hier, qui parlait de paix, et puis après je vous passerai une petite déclaration d'Elon Musk. Mais d'abord écoutez Volodymyr Zelensky. L'Ukraine est forte et doit être forte de n'importe quel type de conflit. Les États-Unis ne sont pas seulement un médiateur dans les négociations. C'est un pays qui fournit une aide considérable à l'Ukraine et qui peut nous encourager à nous asseoir à la table des négociations. Quand vous vous rendez compte que vous pouvez être avalé, il n'est pas bon d'être en situation de faiblesse dans un dialogue avec Poutine. L'Ukraine doit tout faire pour que cette guerre prenne fin l'année prochaine par des moyens diplomatiques. Voilà, Volodymyr Zelensky a martelé l'indépendance de son pays vis-à-vis de Washington, déclarant que les États-Unis ne pouvaient pas forcer l'Ukraine à s'asseoir et discuter. Eh bien, regardez ce que répond à Volodymyr Zelensky Elon Musk dans un tweet. Son sens de l'humour est incroyable, avec des petits smileys émoticônes qui pleurent. Si ça, ce n'est pas une forme d'humiliation, Maxime Yeddo. Humiliation, oui, sans doute, mais on voit qu'en plus de tout ce qui se passe sur le terrain actuellement, les bombardements massifs, ça faisait des mois et des mois que les spécialistes militaires, géopolitiques, diplomatiques nous alertaient sur l'arrivée de l'hiver en Ukraine, parce que ça allait rendre le terrain beaucoup plus difficile, les conditions des troupes beaucoup plus difficiles, et on voit en plus que tout cela s'inscrit dans un contexte, on va dire, géopolitique absolument brûlant. Évidemment, ce qui se passe du côté des États-Unis avec l'élection de Donald Trump, mais même nous ici en Europe, avec la décision quasi solitaire d'Olaf Scholz de reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui ne s'est pas, on va dire, empêché de faire fuiter ça en disant que c'était bien l'Allemagne qui avait été à l'initiative de ce coup de fil, que le chancelier n'avait pas hésité à aborder des questions énergétiques, notamment sur le gaz russe. On sait que c'est une denrée essentielle pour l'Allemagne, et on voit aussi que ça se fait au moment où Elon Musk et tout le gouvernement Trump prend, on va dire, une certaine direction. Et dans les discussions et dans les affrontements qui restent pour l'instant sur les réseaux sociaux entre Elon Musk et Zelensky, on voit à quel point cette guerre est compliquée, parce que cela dépend en grande partie, on va dire, de la puissance états-unienne sur le terrain, par le nombre d'équipements qu'ils livrent, par le nombre de munitions qu'ils livrent, et on sait que ça va être, on va dire, un combat jusqu'au boutiste, jusqu'au moment où peut-être on va espérer avoir le maximum de participants autour de la table. Sur le tweet de Musk, moi je pense que ça traduit trois choses. Le premier point, c'est que ça raconte un peu l'arrogance donc du personnage qu'on connaît, qui est assez disruptif, mais derrière lui, en fait, l'arrogance, peut-être le dédain de l'administration Trump à l'endroit de Zelensky, qui factuellement est en position de faiblesse, et on le voit avec l'attaque de ce matin. Le deuxième point, c'est que ça fait écho un petit peu à un tweet du plus jeune des fils de Donald Trump, Barron, qui avait dit POV sur un post sur un réseau social, en mode l'argent de poche, c'est terminé. Sur Instagram, une story en disant l'argent de poche. Une story sur Instagram. Et la troisième chose, ça traduit en gros le mouvement qui va être celui de l'administration américaine, celui d'un désengagement en réalité du théâtre européen sur fond de coupure des financements. Pourquoi ? Parce que tout va être centré dès à présent sur les
classe moyenne américaine, et les classes moyennes américaines, elles ne seront en situation de profit que si la guerre s'arrête sur différents foyers. La paix est liée à la prospérité. C'est comme ça que c'est vu du côté américain.